Fou de foot, l'Euro débute tout à l'heure. C'est le grand angle de ce vendredi 11 juin. Coup d'envoi de l'Euro dans moins de 3 heures. Le match d'ouverture oppose l'Italie à la Turquie. Fan de foot, vous l'êtes, Olivier Guez, bonsoir. Bonsoir. Fan de foot, mais aussi écrivain, auteur de romans et d'essais. Vous publiez Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football aux éditions de l'Observatoire, dans lequel vous racontez notamment vos souvenirs et votre passion pour la star Diego Maradona, passion partagée par vous, Didier Roustan. Vous êtes chroniqueur et commentateur à TV5 Monde. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Un mot d'abord sur ce match d'ouverture, Italie-Turquie. L'Italie, c'est jamais anodin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Oui, la sont de squadra top Azzurra compétiteurs et puis une équipe jeune, enfin, sauf en défense, qui avait raté des grandes échéances au niveau des phases finales, mais qui est invaincue depuis 27 matchs. Pas forcément devant des grandes oppositions, hormis peut-être les Pays-Bas, mais il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur cette squadra Azzurra et les Italiens sont très positifs. C'est une bonne affiche pour démarrer un Euro ? Oui, c'est plutôt bien, parce que la Turquie est également un pays de football. On est excités, bien sûr. J'ose à peine vous demander pour qui vous êtes ce soir, puisque vous vivez maintenant en Italie. Vous allez soutenir votre nouvelle équipe, peut-être ? Oui, absolument. Oui, je vais soutenir l'Italie. Je viens de m'installer à Rome, effectivement. Et je la trouve assez intéressante, cette jeune équipe italienne. Elle a raté la Coupe du Monde. Ça a été un traumatisme incroyable. Moi, j'étais passé en Italie, justement, il y a 3 ans, pendant la Coupe du Monde. Et c'était intéressant parce qu'en fait, ils faisaient semblant, comme si de rien n'était. C'est-à-dire, ils snobaient totalement. Ils étaient sur une île, en fait, et ça devait être peut-être le seul pays où on regardait quasiment pas les matchs. Donc, c'est une équipe jeune, c'est une équipe intéressante. Et évidemment, je vais soutenir l'Italie. Alors, dans votre livre, vous racontez l'histoire du football, d'où il vient. Le livre s'appelle donc évoque une passion absurde et dévorante. Pourquoi absurde ? Pourquoi absurde ? Parce qu'en fait, le football, comme tout le monde le sait, est un jeu qu'on peut pratiquer dès l'âge de 3-4 ans. Les règles sont simplissimes. Et ce jeu simplissime a conquis la planète, a des milliards de fans et est devenu un enjeu politique, financier, médiatique, géopolitique immense. Et dans cette ampleur-là, il y a quelque chose d'un peu absurde. Et puis par ailleurs, vous avez des gens tout à fait posés, calmes, rationnels, qui entrent... ça peut m'arriver, peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Peut-être ce soir, qui entrent dans un état de transe. Il y a quelque chose d'absurde, cette espèce de transformation le temps d'un match. Et puis vous racontez aussi que c'est souvent une passion qui vient de l'enfance. Vous avez un souvenir très particulier du premier match que vous allez voir avec votre père. Et puis il y a un match qui vous marquera ensuite. Ça sera un match France-Angleterre. Oui, c'est le premier match de Coupe du Monde et je pense que, je m'adresse à Didier aussi, je pense que le premier match de Coupe du Monde qu'on regarde gamin, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'est-à-dire que l'enfant qui est devant sa télé, tout d'un coup sort, moi j'étais chez mes grands-parents, sort du salon de ses grands-parents, sort de sa communauté, de sa ville, et a l'impression d'être en communication avec la planète entière. Et puis par ailleurs, c'est un spectacle sublime. C'était France-Angleterre en 82, votre premier match, votre premier souvenir de match ? Ça remonte un petit peu avant, c'était la Coupe du Monde 66. Alors après, gosse, j'habitais à 50 mètres du stade des Hespérides à Cannes, où jouaient les professionnels. Donc là, mon père m'a amené, et ce sont des matchs de moindre envergure, mais effectivement, il y a un lien avec l'enfance qui est très fort. Alors en 2018, vous avez couvert le mondial en Russie pour différents journaux, Olivier Guez. Est-ce que vous êtes sensible à la dimension géopolitique du football ? La lecture de votre livre, on aurait tendance à dire que oui. Mais je vous le confirme, absolument. Non, le football, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la foire d'Empoigne qui est devenue la compétition pour accueillir une Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est l'événement planétaire, plus encore que les JO, et tous les pays veulent l'accueillir, parce que ça donne du poids, parce qu'en termes d'influence, parce qu'en termes de soft power, accueillir une Coupe du Monde est vraiment un événement crucial. Et puis on voit aussi ce qui se passe en coulisses. L'Euro ne dérogera pas à la règle, il se jouera sous le signe des enjeux politiques du continent européen. Cela a déjà donné lieu à un premier incident avant même le début de la compétition. Tour d'Europe signé Florent Krebseg. Tous les 4 ans, c'est immuable. Entre la Russie de Yachine et le Portugal de Ronaldo, pas une seule fois en 60 ans, le championnat d'Europe de football a cédé sa place à quelque événement que ce soit, sauf en 2020. Rendez-vous reporté l'année suivante pour cause de pandémie. Dans les stades plus ou moins vides, la compétition se tiendra en laissant à distance les affres de ce monde. La mascotte le promet, ce ne sera que de l'amour, à quelques exceptions près. L'Ukraine a dévoilé dimanche dernier le maillot qu'elle comptait porter pour cet Euro. A priori, pas grand-chose à dire, sauf si on regarde de plus près. Vous apercevez les petits pointillés ?
Ces surpiqûres sur le maillot représentaient la carte de l'Ukraine, carte incluant la Crimée annexée par la Russie et la région de Donetsk contrôlée par les troupes pro-russes. Le maillot intégrait également les slogans « Gloire à l'Ukraine »,« Gloire aux héros » qui étaient scandés par les nationalistes ukrainiens face aux troupes soviétiques. L'organisateur, l'UEFA, a exigé que ce maillot soit retiré. Il avait également pris soin de placer les deux équipes dans deux groupes différents, mais si elles venaient à se qualifier, elles pourraient se rencontrer. Un tel soin n'a pas été pris pour éviter un autre choc entre voisins, Angleterre-Écosse. Alors, il faut savoir qu'historiquement, c'est le premier match international qui s'est déroulé en 1873. On connaît effectivement les désirs d'indépendance des Écossais, et je dirais que la rivalité footballistique est peut-être encore plus forte que la rivalité pour ce qui est de l'indépendance, puisque d'un point de vue écossais, tout ce qui peut permettre de battre l'Angleterre est bon. Voici donc le message de cet Euro 2020, de Glasgow à Copenhague en passant par Rome et Séville. La pandémie et les tensions de voisinage ne seront pas oubliées, mais elles ne devraient pas avoir accès au stade. Olivier Guez, dans votre livre, vous écrivez que le football est le miroir des nations, mais aussi leur mémoire. C'est-à-dire, expliquez-nous. Le football, alors aujourd'hui c'est un football mondialisé, mais jusqu'aux années 90, on va dire que le football, quelquefois, peut raconter l'histoire des pays. Si vous prenez par exemple les pays d'Amérique du Sud, que moi j'apprécie particulièrement, des nations comme l'Argentine, le Brésil et plus encore l'Uruguay sont vraiment nés avec le football. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une identité internationale. Et leur histoire a été connue grâce au football. Par exemple, dans le bouquin, je raconte, autre exemple, la vie de Lev Yachine, donc, qui était ce gardien mythique en Union soviétique. Et je me suis aperçu en fait que la carrière de Lev Yachine, même toute la vie de Lev Yachine, en fait, était un résumé, une espèce de condensé de l'histoire de l'Union soviétique. En gros, il naît quand Staline prend le pouvoir, il commence à jouer quand le dégel et la détente interviennent, donc sur Khrouchtchev. Il devient une espèce d'ambassadeur d'une URSS qui veut donner un autre visage de lui. Lorsqu'il s'arrête, l'URSS commence à dépérir et son corps littéralement le lâche dans les années 80 et il meurt quelques mois avant la fin de l'URSS. Donc avec le football, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce bouquin, on peut raconter plein d'histoires. On va parler de foot maintenant, si vous voulez bien. Hein. Ah oui. Retour à la compétition qui démarre tout à l'heure. On observera de près le groupe F, le groupe de la mort, avec notamment la France, l'Allemagne et le Portugal, 3 des géants européens. Les Bleus sont champions du monde, finalistes du dernier Euro face au Portugal. Ils font figure de favoris, forcément. Oui, ils sont favoris. Et en France, finalement, ça fait peur. Oui, c'est pas toujours bon signe. Pardon ? C'est pas toujours bon signe. Oui, parce que c'est pas forcément le favori qui gagne. Non, c'est pas mauvais signe, mais dans les grandes nations de football, bon, on en fait partie maintenant au niveau des résultats. En général, on assume plus facilement ce statut. Alors que là, enfin, c'est la presse qui le donne, les gens qui le donnent, mais la même presse et les mêmes aficionados disent faut pas se voir trop beau. Enfin, c'est extrêmement ambigu et les joueurs de l'équipe de France, ils sont au milieu de ça, ils sont pas sots, ils savent bien que les choses vont se jouer à ça. Quand on leur pose la question en conférence de presse, ils disent oui, on a une belle équipe, oui, on a une belle attaque, etc. et tout. L'arrivée de Benzema a changé la donne. Ils disent la meilleure équipe, hein, pas juste une belle équipe. Il y a quand même une confiance. Ah non, oui, et il la faut. Et du côté des joueurs, il y a rien à dire. C'est plus l'entourage, pas des joueurs, hein, je veux dire, les gens qui aiment le foot en France, qui se plaignent qu'on soit trop favoris, mais c'est eux qui vous désignent comme favoris. Vous les voyez gagner ? Je les vois comme favoris, mais gagner, ça sera très compliqué. En plus, ils sont dans un groupe difficile pour la première fois. Olivier Guez, on a compris que l'Italie, c'est votre nouveau pays cœur, mais là, vous les voyez gagner, les Français, quand même, votre pays Ils sont champions du monde en titre. Sur le papier, ils ont une équipe absolument incroyable. Donc, effectivement, oui, bien sûr, ils sont favoris. Ils peuvent aller au bout. Après, une grande compétition, ça tient à pas grand-chose. Hein. Et puis, il y a d'autres nations très fortes en Europe. L'Euro se déroule cette année, avec un an de décalage en raison de la pandémie, c'est-à-dire un an avant le mondial. Est-ce que cet Euro, ça va plutôt être cette année une espèce de répétition générale pour le mondial de l'année prochaine ? C'est désormais une compétition trop importante pour l'arranger dans quelque chose qui est juste une répétition. C'est quelque chose d'énorme en soi. C'est sûr que celui qui gagnera l'Euro sera favori, gagnera en confiance à 1 an et demi de la Coupe du Monde. Mais les gens, enfin les équipes qui sont là,
ne sont pas avec l'idée de dire, bon, là, on va voir les points forts, les points améliorés, parce que le but ultime, c'est la Coupe du Monde. Non, ils sont dans l'Euro, ils veulent gagner l'Euro. Pour eux, la Coupe du Monde, c'est bien plus loin qu'un an et Alors, demi. on va faire appel maintenant un petit peu à notre mémoire. L'équipe de France devient championne du monde en 98. Ça a galvanisé le pays. Championne du monde à nouveau en 2018. C'est tout juste, si on s'en souvient encore. Qu'est-ce qui a changé ? Je crois que c'est la France qui a changé. Je pense que 98, la France s'aimait. Les Français s'aimaient. Moi, ce qui m'a frappé en 2018, c'est qu'au bout de 2-3 jours, on est complètement passé à autre chose. Alors que gagner une Coupe du Monde en termes d'influence, en termes d'image dans le monde, c'est... Mais comment vous l'expliquez ? Parce que vous dites que la France a changé. La France a changé, mais regardez tout ce qui s'est passé en France depuis 20 ans. Il y a une rupture quand même fondamentale. Hein. Il y a, on ne va pas revenir sur tous les événements, mais enfin, il y a 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour. Il y a 2005, les émeutes dans les banlieues. 2006, l'affaire Halimi. Et surtout, je pense que les attentats ont totalement transformé la France. Mais justement, on parle souvent des grandes compétitions et a fortiori des victoires comme des moments de cohésion. On s'en souvient en 98, c'était cette France. Oui, mais il faut croire il faut croire que la cohésion. Il n'y a plus de cohésion. On le voit malheureusement tous les jours en France. Enfin, c'est le sentiment que j'ai quand je reviens ici, moi. Je sens une tension incroyable, une agressivité incroyable. Et puis, on a parlé d'archipélisation de la France et malheureusement, on le retrouve également même lorsqu'il y a une grande victoire au football. Le football ne suffit plus à tenir une nation. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui l'observez de très près, vous le constatez ? Oui, à 100%, bien sûr. Le slogan « Black, blanc, beurre », les gens étaient sans doute sincères sur le moment, mais on s'aperçoit sur la durée que c'était une grande illusion. Et effectivement, une victoire d'une telle portée de Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Ça stabilise souvent sur plusieurs mois un pays, quoi. On reste là-dessus, ça redonne le sourire aux gens, un petit peu d'espoir. Mais là, les affaires reprennent 2-3 jours après. Les gens, je ne dis pas qu'ils sont désespérés, mais oui, il y a une forte tension. Et comme l'a dit justement Olivier, une victoire en Coupe du Monde ne suffit pas à tout effacer. Juste 24 heures, 48 heures. C'est triste, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi. Pour conclure, Olivier Guèze, malgré les quelques bémols qu'on peut lire aussi sur ce football moderne, hein, dans votre livre, vous restez, on l'a compris, fan de foot, vous allez suivre l'Euro. Je vais vous demander de regarder dans votre boule de cristal quelle est l'affiche de la finale, quel est le score et qui l'emporte. Waouh. Alors, j'ai pas vu les tableaux. Enfin, je me rends pas compte qui peut rencontrer qui. Moi, personnellement, une finale France-Italie me plairait beaucoup. Avec quel score qui l'emporte ? 2-2 à la fin du temps réglementaire. Je ne vais pas me prononcer parce que j'ai Je me tourne vers vous, les tableaux, vous les avez en tête. Non, les tableaux, enfin, c'est assez homogène, sauf le groupe de l'équipe de France qui est très relevé, mais les 4 meilleurs troisièmes sont quand même qualifiés. Après, ça dépend de Mais votre affiche à vous, la finale, rapidement. La finale, je ne sais pas. Moi, ça me va très bien. France-Italie, il y a des tas de souvenirs, des grandes histoires avec les France-Italie. Moi, je vais dire la France. Je ne vis pas encore à Rome. Écoutez, merci beaucoup. Réponse dans un mois, le 11 juillet, je crois. Et ça démarre tout à l'heure, dans 1h30 à peu près, avec ce match Italie-Turquie à Rome, dans votre nouvelle ville, Olivier Guèze. Merci beaucoup, bon Euro. Et Didier Rostand, merci à vous aussi. Bon match.